Et en fait, ça n'a pas été une arrivée tranquille, on débarque des VAB, on voit ce qui se passe, on prend la température. Non, en fait, on est arrivé, déjà à la radio pendant 1 heure, j'entendais, bah là, il y en a un qui est mort. L'autre qui descend en courant, il a une balle dans la jambe, l'autre qui s'est pris une balle dans le dos, massage cardiaque. Je me rappelle, il y a un mec devant moi, dans le VAB, qui a vomi tellement pris par les tripes, de peur. Il a vomi sur les caillebotis du VAB, juste devant moi. Bon, là, des roquettes qui tombaient pas loin, dont une qui est tombée mais vraiment pas loin, qui m'a projeté en arrière. Bonjour, je m'appelle Mayol, je suis un ancien du 8e RPIMA et aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire pour Vétérans de France. Moi j'ai pas du tout de famille de militaires, à part mon grand-père, qui a fait la fin de la période de la Seconde Guerre mondiale, en Alsace-Lorraine. Et j'ai toujours été déjà un féru d'histoire. J'ai toujours aimé le sport, j'ai toujours aimé voyager, j'avais toujours eu un côté aventurier. Et je trouvais que si je mutualisais tout ça, je trouvais que le métier qui m'aurait mieux le convenu, c'est militaire. J'ai toujours voulu faire ça. Donc je suis quand même allé jusqu'au bac dans mes études pour assurer le coup au cas où. Et à l'issue de mon bac, je suis parti donc au 8e RPIMA. Pourquoi les paras? Parce que avec tous les récits que j'ai pu lire, les paras, c'est mythique, ça saute des avions, c'est parachuter derrière les lignes ennemies. Ça fait rêver, clairement, ça fait rêver. Je savais que c'était aussi un entraînement qui était difficile, je ne cherchais pas la facilité. Je dis pas que les autres régiments sont faciles, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je savais que ça allait être rustique. Et moi j'avais besoin de ça, j'avais besoin d'être cadré aussi. Les résultats, du coup, j'ai demandé, alors c'était aussi en fonction des places disponibles, et j'avais demandé le 3e RPIMA et le 8e RPIMA, quand je me suis inscrit au CIRFA, donc au centre de recrutement de l'armée de terre. Et il y a eu une place au 8 qui s'est libérée assez vite, après mon bac, et je suis rentré donc le 1er février 2005 à Castres, et c'était parti pour 6 mois de classe. La première émotion, c'était quand je suis arrivé à la gare de Castres, donc en civil. Parce qu'en fait, on signe nos contrats au CIRFA, donc j'étais à Orléans, parce que mes parents habitaient à Orléans, et on est envoyé de suite à la gare pour prendre un train, on repasse pas par la maison. Donc les adieux, c'était avant la signature, et j'arrive à la gare de Castres le soir, et là, il y avait plein de gars en civil, donc j'avais compris que c'était des mecs qui allaient faire des classes avec moi. Et là, il y a un camion militaire avec un mec, une énorme marmule en treillis, béret rouge, vissé sur la tête, qui nous dit, bon voilà, il nous cite nos noms, on monte dans le camion, il nous dit pas un mot, et on s'est dit, oula, d'accord, ok, sympa l'accueil. Et donc il nous ramène au régiment, le 6 par Piole, et là, donc, il rassemble tout le monde dans le couloir, on est en civil, et là, il y a je me souviens que c'était le SOA, donc le sous-officier adjoint de la section, là, qui vient se présenter, et qui vient nous expliquer en gros ce qu'il attend de nous et comment ça va se passer. Et la première chose qu'il nous a dit, c'est une marque qui marquera toute ma vie, c'est les gars, je vais faire de vous des tueurs. Et il avait une tête comme ça, il faisait 2 mètres de haut, il était très costaud. Et là on s'est dit, ok, là on n'est plus chez papa-maman, on va se faire pulvériser. Et ça va être un peu la roulette russe, qui va rester, qui va partir quoi. Et du coup, voilà, et donc toute la nuit, c'était cours de repassage, etc. Donc voilà, on n'a pas dormi de la nuit, donc ça a mis tout le monde dans le bain tout de suite. Ça, c'était mes premières images. Puis on arrive devant le régiment, on voit le drapeau, la place d'armes, le monument aux morts, les gars qui sont tombés au feu. Puis on croise des bérets rouges de partout, et vous voyez, on a envie. On a envie d'avoir le béret, on a envie de leur ressembler, en fait. Donc du coup, après ces 6 mois de classe, c'était 6 mois bien solides, hein, je les ai faites en hiver, quand même. Il y a un peu de montagne à Castres. Donc c'était pas là le meilleur climat pour les s'amuser dans les montagnes. Mais on avait une section qui était super soudée. On a dû commencer à une cinquantaine, je crois. On a fini à 25. Et là, du coup, c'était 2 mois vraiment de formation initiale à apprendre le métier du soldat. Marcher au pas, tirer, démonter une arme, la remonter. Et ensuite, on a eu la marche des bérets qui m'a vraiment marqué pendant mes classes, là. Donc c'était une cinquantaine de bornes pendant la nuit. Et à l'issue, la remise du béret, donc c'est quand même mythique, avec tous les grands ponts du régiment. Ça, c'était quand même très fort, très riche en émotions.
Ensuite, du coup, avec le béret, on a enquillé à Pau pour les 2 semaines de brevet et para. Donc ça, c'est pareil, c'était une autre épreuve, une autre étape. Parce que bon, sauter d'un avion en marche, c'est pas quand même très courant. Et donc on a eu une première semaine de formation à Pau et la deuxième, du coup, pour faire nos sauts. Donc ça, c'était quand même aussi quelque chose de fort en émotion. Mais c'était un bon moment, on était soudés. Et puis en plus, là, alors là, on avait une tradition au régiment qui est assez sympa. Je ne sais pas s'ils le font toujours, mais en fait, là, sur les 2 semaines de Pau, donc évidemment, on n'a jamais eu de quartier libre avant pendant les 2 mois, là. On n'est jamais sorti du régiment, on n'a pas vu la lumière du jour. La tradition, c'est qu'en fait, le padré du régiment vienne nous rejoindre à Pau sur le week-end entre les 2 semaines de brevet et nous emmène visiter Lourdes. Que tu sois musulman, catholique, athée, ouais, donc c'est assez sympa parce qu'en fait, ça soude encore plus finalement. Et donc une visite de Lourdes et une première sortie aussi en section qui était assez drôle. Et puis donc après le brevet, et ensuite on a enchaîné avec la spécialité. Donc nous on était prévus pour être une section d'appui à la 4e compagnie. Et donc c'était il y avait un groupe qui était formé en RX Milan, donc les missiles anti-chars, et puis moi j'étais mortier, chargeur-tireur sur les mortiers de 80 mm là. Donc on a été formé sur ça pendant 4 mois. On a donc eu notre marche, enfin on a eu un stage commando pour finir les classes, un stage commando de 2 semaines si je me souviens bien. Et à l'issue du stage commando, pour faire une synthèse du stage, on a 3 jours de marche pour ce qu'on appelle la marche pour les fourragères. Et ensuite, du coup, j'ai intégré la 4e compagnie avec ma section, donc en tant que section d'appui. Et ensuite, j'ai continué ma carrière dans cette compagnie pendant peut-être 2 ans, il me semble. Et ensuite, moi, j'ai décidé de me spécialiser. J'avais l'idée de peut-être éventuellement plus tard passer les tests pour les forces spéciales. Du coup, je me suis dit, bah, il faut un petit plus sur ton CV. Juste être combattant, être formé voilà, au combat, etc. C'est bien, mais si tu peux mettre des billes sur ton CV, c'est pas mal. Et c'est vrai que le radio, moi j'avais déjà discuté avec des mecs, notamment de Bayonne, qui eux, à l'époque en tout cas, manquaient de radiographistes, radio, etc. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas, je suis pas trop con, parce que c'est quand même un truc, c'est une formation assez péchue finalement. Et du coup, j'ai passé cette formation de radiographiste, qui a duré à peu près 6 ou 7 mois. Du coup, après, j'ai repris ma place à la section, mais en tant que radio de mon chef de section, mais radiographiste, donc vraiment autonome. C'est-à-dire que quand on partait en mission, notamment en Afrique, j'ai fait plusieurs fois l'Afrique, on n'avait pas besoin de prendre un gars à la cellule radio. En fait, j'étais autonome complet avec la section et je gérais la section au niveau radio. Je suis parti en 2006 en Afrique, au Gabon, et avec une intervention au Congo pour les élections. Là. On est resté 2 mois au Congo, Kinshasa. Ensuite, je suis reparti au Gabon l'année d'après, en 2007. Et ensuite, en 2008, je suis parti en Afghanistan. Alors, la prépa Afghanistan, ça dure à peu près 5 ou 6 mois avant de partir. Donc c'est vrai que finalement, on a dû partir en juillet, je crois, 2008, en Afghan. Et en fait, on s'est mis à la prépa dès janvier, en fait, dès après les fêtes. C'est vrai qu'en sur un an, on n'a vraiment pas vu le jour, quoi. Et du coup, là, il y avait stage commando, beaucoup de marches, beaucoup de tactique, beaucoup de tirs. On avait beaucoup de formations sur tout ce qui est sanitaire, Oxane, par les Oxane, les infirmiers, les médecins, sur du secourisme au combat. Apprendre à perfuser, apprendre un machin, à poser des bandages, des pansements israéliens, enfin des garrots, enfin voilà tout ça. Tout ce qui peut nous être utile sous le feu. Donc c'est vrai que là pendant 6 mois on partait vite 2-3 semaines sur le terrain sans rentrer à la maison. C'est vrai que c'était quand même assez prenant, mais on était bien préparés. C'était important aussi de passer du temps ensemble, continuer de ramasser ensemble et de se dire là-bas en fait on n'aura pas de questions à se poser. On se connaît, on a déjà fait du temps ensemble sans rentrer à la maison. Voir sa femme, ses enfants, sa copine, on savait qu'il n'y aurait pas de problème avec ça. On connaissait tous la vie des uns des autres, les soucis des uns des autres. Les peu de temps qu'on passe en famille, finalement, on se retrouvait même parfois ensemble à se faire des barbecues avec les familles des uns et des autres. Bon voilà, et ça soulevait le truc parce qu'il y a nous, mais il y a aussi elle, pour ceux qui étaient en couple ou mariés, et c'est important qu'elle se soude aussi. Pour pas se retrouver toute seule en mission, voilà, complètement en autarcie dans leur maison avec leurs enfants à tout gérer, sans soutien, quoi.
Donc ça, c'est un truc, c'était important aussi. Donc on a fait en sorte que ça puisse bien se faire avant de partir, qu'on puisse bien partir en Afghan à l'esprit tranquille. En tout cas à ce niveau-là. L'ambiance avant de partir, elle était assez particulière en fait. Bon, il y en a beaucoup qui ont fait leur testament, le régiment nous a demandé de le faire, hein. Il y en a d'autres qui étaient complètement excités à l'idée de partir en se disant bah ça y est, on va enfin faire ce pourquoi on est formé. Là-bas, on sait que ça tombe. Clairement, on était au courant, hein. On est en 2008, je crois qu'ils sont arrivés les premiers en 2001, il me semble, sauf erreur de ma part. Donc ça tombe, il y a des morts. Là, c'est pas que le Gabon c'était tranquille, mais c'est pas le Gabon en mode stage commando en jungle, on saute, le week-end on va à la plage et on est là en base arrière au cas où si ça pète en Afrique, quoi. Il y a des mecs qui ont déserté parce que c'était pas possible pour eux d'aller vivre ça. D'autres qui étaient complètement excités, d'autres qui étaient dans un monde un peu parallèle, en mode ils étaient un peu dans Call of Duty, quoi. Je pense qu'ils avaient un peu trop joué à la console Nintendo, ils étaient un peu trop là-dedans. Ces gens-là ont été très surpris en arrivant à Kaboul. En fait, on était hyper soudés. Donc en fait, quel que soit l'état d'esprit du gars, en fait, bah, si on avait un qui était ouais, moi je suis pas serein, bah, écoute, t'inquiète, nous on sera là, on est ensemble, on y va ensemble. Et puis ce qui était top, c'était que le chef de corps, notre chef de corps à l'époque, nous a tous rassemblés, on a fait un gros repas avec les 3 compagnies qui partent en Avia. Clairement, il est honnête, hein, il nous a pas brossé dans le sens du poil, il nous a dit, moi les gars, je vais faire en sorte que, mais je suis pas sûr de pouvoir ramener tout le monde. Au moins les choses sont dites. Ça permet quelque part aussi de prendre conscience et du coup bah, de commencer à se concentrer, de ne pas faire n'importe quoi, de rester bien soudés. En fait, il y avait 2 compagnies qui étaient sous commandement américain, qui sont parties donc à Nijrab et Tagab, qui sont pas très loin de Kaboul. Et nous, on était, ma compagnie, la 4e compagnie, on était sous commandement français. Et nous, on est partis à Surobi, un petit peu plus loin, pas très loin de la frontière pakistanaise. Et donc, on est parti début juillet, il me semble. L'ambiance arrive à Kaboul, en fait, on sort de l'avion, effectivement. Donc déjà, on prend un gros coup de chaleur, après avoir été dans la clim pendant des dizaines d'heures, là. Et effectivement, c'est assez impressionnant, parce que sur l'aéroport, il y a les Américains de partout. C'est une fourmilière. Il y a déjà des rames de Hummer dans tous les sens, des VAP qui viennent nous chercher. Moi, je me souviens un truc qui m'a marqué, c'était les drapeaux en berne. Les drapeaux là, sur l'aéroport, enfin le long du tarmac, là, le long des bâtiments américains, là, et tous les drapeaux étaient en berne. Et en fait, quand on discute avec 2-3 gars, on se dit bah, qui est mort, etc. Et en fait, bah, là, il y a eu 2 soldats qui se sont fait tuer hier, un Américain, un Canadien plus loin, machin, etc. Et là, on se dit ah oui, ok. Donc là, moi, je me suis dit tout de suite, je me suis dit j'espère qu'un jour ce drapeau ne sera pas en berne à cause de moi, quoi. Enfin pour moi, quoi. Et là, en fait, ça calme vite. Et en fait, d'ailleurs, l'ambiance c'était bon, dans l'avion, ça rigole, ça regarde des films, ça se raconte des conneries, bon, très bien. Mais c'est marrant, mais quand on est sorti de l'avion, qu'on a commencé à s'articuler pour remonter dans les vagues, etc., en fait, il y avait un silence. Plus personne parlait. Il n'y avait plus de blagues, il n'y avait plus de rigolade. Ouais, les drapeaux en berne, l'ambiance, la fourmilière, là, ça a calmé tout le monde. Personne ne se parlait. On écoutait les ordres, évidemment. Et nos chefs, on avait des chefs, on écoutait les ordres, on exécutait les ordres, et ça s'arrêtait là. Et du coup, on arrive à la FOB, nous, enfin à Warhouse, là, au camp. Et après, nous, on est resté une semaine à Warhouse, le temps de percevoir, récupérer nos armes, nos affaires personnelles. C'est 2 salles, 2 ambiances, hein. L'Afrique, l'Afghanistan, ça n'a rien à voir. Le relief, le terrain, le climat, l'ambiance, la population, ça n'a strictement rien à voir. Et du coup, on n'a pas eu de problème. Ça s'est plutôt bien passé, les patrouilles. Alors on sortait 1 heure, 2 heures, voilà, c'était vraiment pour au début s'acclimater, comprendre, pour rencontrer aussi les chefs de village, pour leur dire bah voilà, ce sera ces Français-là qui vont, c'est eux qui vont être là pendant 6 mois et qui nous relèvent. Donc on faisait connaissance avec les villages dans lesquels nous on savait qu'on devait patrouiller régulièrement pendant 6 mois. Le reste de la compagnie est arrivé, et donc là, bah, vie de FOB, donc organisation militaire, une section de patrouille, une section qui est de QRF, et une section qui est de garde et repos. Et en fait, le cycle allait être comme ça pendant 6 mois. Et on tournait. Ça se passait bien. On avait une société très importante dans l'air de la guerre, on mangeait bien. On avait une société civile qui faisait la bouffe pour la compagnie, c'était très bien.
Alors on était nous logés en Corimec, c'était un peu rustique, mais bon, armée française, pas de problème. C'était dans des petites Algeco assises dedans. Bon voilà, on s'est organisé, comme on sait faire, la petite photo de la copine, le petit truc, le sac bien rangé. Une chose qui m'avait marqué, c'était un peu la mise dans le bain Afghanistan. On était parti en patrouille avec ma section pour reconnaître un secteur. Et en fait, sur le retour, une bande de talibans, alors ils n'étaient pas très nombreux, ils ont balancé un RPG sur un camion-citerne. Il y a 3 jours encore, deux camions-citernes qui étaient chargés de ravitailler Kaboul en carburant ont été pris pour cible par des bazookas de talibans. Ils ont donc été détruits à 30 km à peine de la capitale, donc on les sent toujours se rapprocher. Donc évidemment, le camion-citerne était plein. Ça a sauté dans tous les sens. Et en fait, c'était sur un axe routier qui est relié sur Roby à Kaboul. Et un axe propre et propre, côté goudronné, le seul. Donc en fait, ça a bloqué beaucoup de monde. Et puis en fait, c'était surtout pour bloquer en fait, les convois militaires. Du coup, on est arrivé sur le lieu tout de suite parce qu'en fait, on était très près. On était à 2 km. Déjà, on a entendu le gros boom. Donc là, on s'est dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Et on est arrivé, le camion a sauté. Donc on en avait un traducteur avec nous. On avait un traducteur par section. Donc il nous explique que bah, là, en fait, le camion vient de se prendre une roquette. Donc là, il y a des policiers afghans qui étaient mis en place pour aller regarder un peu ce qui se passait, mais bon, c'était un peu n'importe quoi. La première image, c'était que les deux gars qui étaient dans le camion étaient complètement en train de brûler dans la cabine du camion. Là, on s'est dit, ouf, l'image assez dure. Le mec était, bon, on pouvait rien faire, le mec était en train de brûler, c'était fini. Donc nous, bon, le temps, bon, voilà, organise sa section, on prend tous les axes, on fait une bulle à 360, etc. Ça tire pas. Ça se calme, mais bon bref, après on rentre au camp, on laisse la police afghane gérer le truc, donc on rentre au camp. Mais c'était, premier coup, on se dit, oula, si ça commence comme ça va monter crescendo, bon. Puis c'était une première vision, voilà, d'un mort. Le 15 ou le 16 août, on nous demande d'arrêter un peu les secteurs de patrouille qui étaient réguliers et de déplacer, d'aller un peu plus loin. De pousser sur des parallèles au niveau des cartes, là, d'aller sur un parallèle un peu plus loin, sur un axe qui est, d'après les services de renseignement hein, principalement, un axe qui est assez important pour les talibans, parce qu'il leur permet c'est un passage plutôt, de passer des armes, de l'opium entre le Pakistan et l'Afghanistan. Les talibans, pour eux, c'était Las Vegas, quoi. C'était l'autoroute, personne patrouillait là-bas, donc c'était parfait pour eux. Et c'était vraiment un point stratégique pour eux qui était très important. Donc le 15 août, on part avec la section, avec une équipe de soutien aussi derrière, reconnaître ce col. Alors ce col, c'est donc dans la vallée d'Ouzbine, avec un petit village au pied du col qui s'appelle le village de Sperkoundaï. On a une piste pour monter sur le col, sauf que cette piste, elle n'est pas accessible en véhicule. Enfin, en tout cas pas en VAB. Il est trop large, trop lourd, c'est pas possible, donc bah, c'est une reconnaissance pédestre. Donc on pose les véhicules de manière stratégique au pied du village, on débarque et là on commence à progresser pédestrement dans le col. Sauf que ça, on a fait ça en fin de journée parce qu'on avait reconnu d'autres villages autour, on avait rencontré des chefs de village aussi et ça prend du temps. Et du coup, la nuit tombe, notre commandant d'unité, là pour le coup qui était avec nous aussi, nous décide d'arrêter la manip. Nous on était arrivés à peu près au milieu du col, à pied. Je me souviens, j'étais dans le groupe, l'un des premiers. C'était très silencieux, très calme, il y avait 2-3 bergers. C'était même assez curieux de se dire, bah, ça c'est un point stratégique pour les talibans, mais comment ça se fait qu'on puisse se balader comme ça, balader tranquillement quoi. Donc le capitaine décide de dire, bon, ok, on stoppe la manip, on reviendra. Parce que la nuit tombe, on n'a pas assez de soutien, si ça doit partir, on n'est pas assez nombreux, bon bref. Donc demi-tour, on fait demi-tour, on descend, on monte dans les véhicules, on rentre à la FOB. On avait quand même, je me souviens quand même qu'on avait quand même trouvé quelques trous de combat, quelques trous, qui étaient clairement des trous de combat, hein, avec des mégots dedans. Et alors des mégots qui n'étaient pas allumés, hein, mais des mégots. Donc ces trous, ils ont été squattés. Et ça, c'est vrai qu'effectivement, là maintenant, ça me revient. L'ambiance était tranquille, mais effectivement, on avait trouvé les trous de combat et qui étaient finalement pas on n'avait pas monté le col, donc était dans le col. Avec des mégots, on s'est dit, voilà, ça veut dire qu'il ouais, y a quand même du passage. Donc évidemment, on refait remonter l'information. Bref, on redescend, on rentre à la FOB. Tout s'est très bien passé. Le 16 ou le 17 août, bon voilà, on tourne, on était de garde, je crois, le lendemain, je sais plus.
Et le 18 août, au matin, c'était une autre section de ma compagnie qui était donc de patrouille ce jour-là. Et donc, le capitaine avait décidé de dire, bon voilà, il y a 2 jours, on allait reconnaître ce col-là, mais on n'a pas fini de le reconnaître. Donc du coup, c'est l'autre section qui y va, et qui part le matin, pour le coup, au cas où si ça devait prendre la journée, et qui part reconnaître le col. Donc ils partent de souvenirs avec une section de l'armée afghane, de l'ANA, leur section évidemment, et une équipe de force spéciale américaine qui était de passage la veille dans la FOB, qui avait dormi dans la FOB, et qui ont proposé de les accompagner sur cette mission-là. Très bien. Ils partent le matin. Nous, de QRF, du coup, donc pour l'instant, on était restés à la FOB. Et là, on apprend que la section qui était partie en patrouille le matin est sous le feu. Je fais un petit comeback, si je puis dire, sur la matinée. La section, avant de partir, parce qu'on parle d'ambiance aussi, les mecs étaient au taquet. Ils étaient gonflés à bloc. Ils se sont dit, bon là c'est bon, là c'est un coin qui n'est pas reconnu, c'était reconnu par l'autre section là, il y a des trous de combat, il y a machin, ça va cartonner. Je me souviens, il y en a un qui a dit, en plus, c'est mon anniversaire. Et là, c'est sûr que ça va péter. C'était non seulement son anniversaire, mais en plus, 1 heure avant de partir en patrouille, j'étends mon linge avec ce gars-là. On discute. Il venait d'avoir sa femme au téléphone pour lui expliquer que pour sa femme, pour lui annoncer que sa femme était enceinte, lui annoncer si c'était une fille ou un garçon. Le mec n'est jamais rentré, il est décédé dans l'après-midi. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Où j'étendais mon linge le matin avec ce gars-là et en fait, il n'est jamais revenu quoi. Une deuxième anecdote, avant de rentrer dans ce récit-là, la veille de l'embuscade dans laquelle donc, on est tombé là, il y a l'évêque aux armées qui est venu nous rendre visite. Je m'étais proposé pour servir la messe, dans la popote d'ailleurs, entre les caisses de bière. Les caisses de bière, les Mars et les Twix là. Et il y a un autre gars d'une autre section, la section qui est partie reconnaître ce col là, le 18 août au matin, qui s'est proposé de faire la même chose. Et donc, du coup on a servi la messe ensemble, puis on a bien discuté, et en fait, après la messe, il me disait que il m'exprimait ses peurs. En me disant, moi j'ai peur de mourir. J'ai pas envie de laisser ma famille comme ça. Il m'avait dit qu'il avait même écrit à ses parents, en leur disant, voilà, j'ai vraiment peur de mourir. J'ai pas envie de vous laisser comme ça, enfin je sais plus, mais il avait vraiment peur. Il aimait ce métier, il avait conscience des risques. Alors lui, il avait vraiment, pour le coup, il n'était pas en mode Call of Duty, il avait vraiment la tête sur les épaules, il se posait les bonnes questions en fait. Enfin, je trouve qu'il se posait les bonnes questions et les questions d'un mec qui est dans la réalité des choses, sans même avoir connu encore le feu une fois. C'est un mec qui était jeune, il devait avoir 18-19 ans. Et le mec se posait déjà des super questions quoi. Le mec était très mature. Et ce gars-là n'est pas rentré non plus. Il est décédé aussi, il a fait partie des morts le lendemain. Et assez curieusement, alors je sais pas si c'est le karma ou j'en sais rien, mais c'est le premier mec que j'ai ramassé. Et c'est le mec avec qui j'ai passé toute ma soirée la veille. C'est assez curieux. La première section part, on part faire la sieste, petite sieste oblige. Moi je ne vais pas me coucher en même temps que les gars. Pendant 1 heure, j'étais en train de briquer les radios, vérifier que tout fonctionne, que j'allais tester les trucs, etc. Et là, en fait, du coup, réveillé, mon section arrive en courant. Il me dit Karma 2 est sous le feu, réveille tout le monde, on part. Donc là, je frappe, tout le monde se réveille, les gars, les Karma 2 qui est sous le feu, dans 2 minutes dehors, tout était prêt. Donc en 5 minutes, on était dans les véhicules. Donc on part avec une section, ma section, on part avec une section de l'armée afghane. Et on part avec notre section d'appui, donc avec les missiles, Milan, les anti-chars et nos mortiers. À savoir qu'il y a 2 heures de route pour arriver sur les lieux. Il y a eu un choix de fait. Il y a 2 heures de piste. On avait un VAB brouilleur. Un VAB brouilleur, c'est en fait un VAB où ils ont des systèmes techniques sur leur VAB pour en fait brouiller des ondes. Les talibans, ils posent donc des IED. Ils se servent de téléphone portable pour faire péter les trucs à distance. Et en fait, le brouilleur brouille ces ondes-là. Et du coup, ça évite de faire péter la charge qui est sous terre. Nous, on a fait le choix. On a dit, en fait, on a des potes qui sont sous le feu. On a nos camarades qui sont sous le feu. On entend que ça commence à faire des massages cardiaques, on entend que ça siffle dans tous les sens à la radio. Alors en plus moi j'étais radio donc j'avais mis le combiné bien fort pour bien comprendre, bien entendre et bien que les autres aussi entendent, suivent ce qui se passe, que je ne sois pas le seul à le faire.
Et là, ça rafalait, mais vraiment, vraiment très fort. Ça criait de partout. On s'est dit, ok, on laisse tomber. Si on pète, on pète. Mais là, on bombarde. On a fait ce choix-là. Et du coup, au lieu de mettre 2 heures, en roulant tranquillement, enfin, en respectant finalement les procédures, on a mis 1 heure. De souvenir, on est arrivé. Et en fait, ça n'a pas été une arrivée tranquille. On débarque des VAB, on voit ce qui se passe, on prend la température. Non, en fait, on est arrivé. Déjà à la radio, pendant 1 heure, j'entendais, là, il y en a un qui est mort. L'autre qui descend en courant, il a une balle dans la jambe. L'autre qui s'est pris une balle dans le dos, massage cardiaque. L'autre qui dit, je détruis ma radio, je vais me faire prendre par les talibans. Enfin bon, on entendait tout un tas de choses, plus les tirs dans tous les sens. On s'est dit, on va arriver là-bas, ça va être l'enfer. Mais ça va vraiment être l'enfer. Je me rappelle, il y a un mec devant moi, dans le VAB, qui a vomi. Qui a vomi tellement pris par les tripes, de peur. Il a vomi sur les caillebotis du VAB, juste devant moi, tellement il avait peur, quoi. Nous, on arme nos flingues, machin, on vérifie bien que tout va bien, tout est à portée de main, qu'on a tout bien rangé où il faut, comme il faut, etc. En fait, donc pendant le trajet, effectivement, du coup, à la radio, on entend tout ça, on entend que ça masse, ça meurt, ça tire, ça machin. Moi, j'étais complètement... j'étais dans un autre monde. Je pense vraiment être arrivé là-bas avec la tête sur les épaules. Moi, déjà, j'avais pas de console Nintendo, donc déjà, je risquais pas d'être dans un truc Call of Duty. J'étais quand même assez fan de films de guerre, évidemment, mais j'avais quand même bien conscience que dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Mais j'avais quand même la tête sur les épaules, je savais que je pouvais y passer. Et du coup, je me suis dit, je vais descendre du VAB. En fait, déjà, je me suis dit, on trace pendant 1 heure. À tout moment, le VAB peut péter. Il y a 10 morts. Et donc, je me faisais vraiment focus sur mon boulot. Ok, tu dois faire ci, tu dois rendre compte à ton chef de section, il se passe ça, prends des notes. À commencer à remplir des évasans, commencer à remplir des demandes d'appui mortier, des machins, des trucs. En fait, je faisais ça. En fait, je m'occupais. Je m'occupais pour pas penser justement à me faire zigouille à la sortie du VAB, quoi. Mais je pense que c'était d'ailleurs une ambiance, on était tous un peu pareils. Hein. Il y en a qui fumaient des clopes dans le VAB. Chut. Ils fumaient clope sur clope parce que c'était leur moyen de décompresser. En fait, quand on est arrivé peut-être quelques kilomètres avant le village. En fait, direct, on était pris à partie. Les VAB, les 3, on s'est fait rafaler à la 14-5, ça a éclaté, des gros éclats orange sur les véhicules, par terre, ça tapait de partout. Là-bas. Les roquettes de RPG, ça tombait un peu dans tous les sens. Donc là, évidemment, on a stoppé le convoi et on s'est dit, ok, tout le monde débarque. Les véhicules, eux, ils partent en renfort au pied du village. Avec leur RT, avec leur radio-tireur évidemment à 12-7 là, le chauffeur, ils partent renforcer les VAB de la section qui était pris sous le feu, qui eux étaient en train de rafaler aussi pour essayer de couvrir leurs mecs qui étaient dans le col. Donc on descend des VAB, on part sur la droite, on s'articule, le chef de section articule ses groupes. Bon, de suite on se met à l'abri, parce qu'en fait clairement, à part 4-5 rochers, on pouvait aller nulle part, quoi. C'était un peu le désert. Et en gros, l'idée, c'était du coup de monter le col sur la droite, de monter sur la ligne de crête, c'était l'idée de base, et en gros de ratisser jusqu'à prendre en fait les talibans à revers avec la section qui était prise dans le col, pour pouvoir au moins en tout cas se permettre à la section à Carmin 2, là, de section, au moins de se désengager, quoi. Qui était vraiment en train de se faire pulvériser, quoi. On n'a jamais réussi. En fait, on était trop fixés. On était trop fixés par l'ennemi. Les talibans ont très vite compris notre manip. Donc, du coup, ils ont commencé à s'étaler face à nous. Et ils ont commencé à descendre. Alors, il faut savoir que les mecs étaient camés. Hein. Beaucoup de mecs étaient sous opium. Tous. Et sur un sur lequel je suis tombé, je raconterai ça tout à l'heure. Le seul taliban qu'on a retrouvé, c'est moi qui l'ai retrouvé. Mort. Ils étaient tous en djellaba blanche. Barbe taillée nickel. L'impression que les mecs étaient chez le tailleur la veille, bandana blanc sur la tête, en fait c'est pour être prêt à être enterré, mourir en martyr. Mais du coup les mecs n'avaient pas peur, quoi. En fait c'est ça qui était assez impressionnant, c'est qu'en fait on rafalait, on se faisait fixer très fort, et les mecs en fait descendaient mètre par mètre, et en fait ça a fini, les mecs ont shooté à 70, 60, 70 mètres, et ça se rafalait, en gros c'était du à toi à moi, quoi. En fait, moi j'étais radio, j'avais mon sac à dos, j'avais la radio, j'avais pas mal de choses.
Effectivement, au moment où en fait j'enlève la musette, parce qu'en fait j'en pouvais plus. Moi j'avais 15-20 kilos de plus que les autres. Hein. J'ai des batteries en lithium, j'avais un téléphone, etc. Enfin j'avais plein de trucs, plus toutes les munes, les grenades, les machins. Donc, à un moment donné j'en pouvais plus, j'enlève la musette, en fait je la descends et boum, je prends une bastos dans le sac à dos. Et donc qui traverse effectivement une gamelle dans laquelle je me servais, même pas pour manger, mais pour mettre des bougies, me bâcher. Donc ça m'a quand même bien secoué. Après, en fait, moi j'étais radio chef de section et c'est ce que nous on nous apprend à l'armée. Hein. En fait, tu neutralises le radio, tu neutralises le chef de section, tu mets l'interdiction de la section en autarcie. C'est bon, là, des roquettes qui tombaient pas loin, dont une qui est tombée, mais vraiment pas loin, qui m'a projeté en arrière. Alors, c'est aussi de ma faute parce que j'étais un peu décalé du rocher, j'étais moins couvert. Mais bon, bref, ça m'a quand même bien dégagé en arrière. J'ai pas pris d'éclat, j'ai rien pris. D'ailleurs, c'est au moment où il y a eu cette roquette qui est tombée que j'avais des bouches anti-bruit qui ont sauté. En plus, ça faisait qu'une demi-heure qu'on était sous le feu. Hein. Il faut savoir qu'on a dû arriver vers 13 ou 14 h. Et les dernières cartouches tirées, elles ont été vers 20 h, 20 h 30. Quoi. Donc ça a pas mal rafalé. La section, elle était quand même, on voit qu'elle était bien formée. Elle était bien formée à ça et du coup, les réactions des gars étaient bonnes. En fait, les mecs se couvraient, il y en a un qui a plus de mine, bah, le mec il se met à couvert, il gueulait chargeur, hop, le mec reprenait, refixait, etc. pour qu'il y ait un tir continu en fait. Alors le problème c'est que on était quand même sacrément limité en munitions et qu'au bout d'une demi-heure, les chargeurs ça partait quand même assez vite. En plus les mecs étaient compliqués à shooter parce que les mecs étaient tout le temps mobiles. Mais les réactions des gars étaient hyper professionnelles. Je me souviens quand même, pour une anecdote, d'un gars qui était un peu plus jeune en service que nous. Et lui, il était complètement traumatisé. Et c'est sans aucun jugement, parce qu'il y avait vraiment de quoi. Hein. Ça tapait vraiment fort. Et lui, en fait, il a posé son arme. Alors, je l'ai vu au loin, il a posé son arme et il a pris son casque, il a enlevé son casque. Déjà, le truc à pas faire. Et il a commencé à essayer de creuser un trou. Bon, en fait, on a compris après que le mec, en fait, il était en train de se creuser un trou pour s'enterrer, en fait. Parce qu'en fait, ça tapait de devant, ça tapait de derrière, ça tapait sur les côtés. Et en fait, on avait nulle part où se protéger. Et on savait pas combien de temps ça allait durer. Et en fait, le mec a pété un plomb. Et d'ailleurs, dès qu'on a réussi à se désengager du feu en fin de journée, des combats en fin de journée, lui, après, il était envoyé à l'arrière direct. Et lui, c'était Finex pour lui. On l'a pas renvoyé au front. C'était pas possible. Il voulait pas. Et de toute façon, il n'aurait pas été opérationnel. C'était pas possible. Donc ça, c'était un peu traumatisant. Hein. Voir un mec que tu connais, en fait, vriller, switcher comme ça, tout poser, essayer de creuser un trou avec son casque. Oh là là. Pour moi aussi, ça a été compliqué avec mon chef de section parce que nous, à un moment donné, on était vraiment fixés. Et en fait, on sentait qu'il y avait un tir. C'était pas en rafale, mais ça tapait tout le temps à côté de nous et tout le temps souvent au même endroit, ou devant, ou sur les côtés, ou sur le rocher. En fait, on comprend très vite que c'est un sniper qui est planqué quelque part, on ne sait pas où, et en fait qui a compris que là il y avait le chef de section de radio. Alors pourtant on était essayé d'être mobile pour justement éviter d'être trop décelé. Après l'antenne, vu le relief, et à un moment donné j'étais quand même obligé un peu de la déployer parce que sinon en fait tu captes plus rien. Résultat, notre chef de section a fait venir un missile anti-char là, un RX, et alors là ils ont balancé un RX, en fait les tireurs ont donné la position du truc, l'RX est parti. Et là, on a vu l'Erix suivre, hein, ses filots guidés, on l'a suivi, ça a explosé la maison en 1000 morceaux. Bon, là, et du coup, en fait, ils avaient vu juste, les tirs se sont arrêtés de suite. Quoi. Donc le mec était neutralisé, donc tant mieux, ça nous a permis de souffler entre guillemets un petit peu. Et à un moment donné, moi j'ai eu un coup de mou. En fait, j'en pouvais plus. En plus, moi, je devais gérer, shooter, prendre, ramasser, gérer le capitaine qui me donnait des ordres pour la section. On bouge pas, on fait quoi écouter en plus les mecs qui se faisaient déboîter, défoncer dans le col, les mecs qui mouraient. Donc tu vois, il y avait ça aussi psychologiquement à tenir. Et puis moi je le disais pas aux gars, ça. Pour pas justement que les mecs soient tous en PLS pendant le feu, donc ils l'ont su après. Moi je savais, là, le chef de section, évidemment, le chef de section, je lui disais, il y a machin qui est mort, lui il est en massage cardiaque, lui il est décédé, il y a un groupe qui apparemment qui essaie de redescendre. Mais j'en faisais pas part aux autres de la section, pour pas les perturber, essayer de les préserver un peu, et qu'ils restent bien concentrés sur ce qui se passe, quoi, et sur ce qu'ils avaient à faire.
C'est qu'à un moment donné, le chef de section nous a dit, a dit à tout le monde, a fait passer le mot en disant les gars, gérez vos munes. Parce que là, en fait, on va pas être ravitaillé pour l'instant. Pour l'instant, on est tout seul. Si on n'a plus rien, ça va être très compliqué. Donc du coup, on s'est un peu calmé. Mais en tout cas, il est clair qu'en fin d'après-midi, on avait quasiment plus grand monde avait de munes. Savoir qu'on avait 2 souvenirs, mais peut-être que je me trompe, mais 2 souvenirs, on doit en avoir 250 ou 300. Ça fait light, hein. Pour 5-6 heures de combat, ça fait light. Quand ça rafale vraiment en continu, ça fait vraiment light. Heureusement qu'en fait, du coup, on a fait venir un canon de vin. De toute façon, le capitaine avait dit, bon, on désengage, on ne pourra jamais monter sur le col. C'est ce qui nous a un peu sauvés. De toute façon, on ne serait jamais monté sans mine. Hein. Et du coup, on est descendu, les véhicules sont venus nous chercher. Appuyé par un canon de vin qui lui rafalait bien, appuyé par nos mortiers. On avait fait une demande d'appui mortier un peu plus lourd, donc qui sont venus de Kaboul. Sauf qu'il y a eu une erreur technique au niveau de ces mortiers-là, donc ces mortiers-là n'ont pas pu nous appuyer. Résultat, c'est les nôtres qui ont pu le faire. Alors c'est des plus petits calibres. Ça fait le job, hein, mais c'est quand même des plus petits calibres. Donc tout ça, ça a pu nous permettre de nous désengager sans se faire trop rafaler. Alors après, il y a eu l'aviation américaine aussi qui est venue nous aider, parce que les Caracals français s'occupaient du président Karzai, donc ils n'étaient pas disponibles. On avait demandé une aide de la chasse française, mais la chasse française n'était pas dispo parce qu'ils étaient en train d'appuyer les troupes américaines sous le feu au sud de l'Afghanistan. Donc en fait, il nous restait les Américains, donc on a appelé Bagram, et c'est Bagram qui est venu avec 2 A-10 et 2 petits Kiowa, là, c'est des petits hélicos américains, là, qui nous ont quand même rendu bien service. Parce qu'ils ont fait des rotations pendant des heures, ils ont cramé la ligne de crête, rafalé, les Kiowa balançaient des roquettes un peu dans tous les sens. Donc ça a permis aussi de nous désengager. Les tirs s'étaient un peu calmés, c'est un peu plus sporadique que continu. Alors le truc c'est que le véhicule qui est venu nous ravitailler en mine, il n'y avait pas de mine pour nous. Il y avait des mines que pour les 12-7. Et en fait, au moment où le véhicule s'approche de nous pour nous... En fait, il devait se mettre à couple pour nous filer les caisses de 12-7. En fait, ça se met à rafaler de la 14-5 de partout, comme on est arrivé. Et là, sur les VAB, par terre, dans tous les sens. Donc là, en fait, le véhicule fait un demi-tour, mais à 30-40 mètres de nous. Et en fait, le gars ouvre la porte du VAB et en fait, balance les caisses par terre. En gros, bon bah les gars du 8 là, vous vous démerderez pour venir les chercher. Parce que moi, je sors pas. Et donc, c'est vraiment ce qu'ils ont fait, quoi. Ils ont balancé, je sais plus, 4 ou 5 caisses ou 4 caisses, je sais plus. Les mecs se sont barrés. Ils sont repartis à l'arrière, en zone sécurisée. Et en fait, les mecs de chez nous étaient en train de rentrer dans les VAB, là. Par réflexe, en fait, moi, je devais monter le dernier avec mon chef de section dans le VAB avant de partir rejoindre le village. Et en fait, je pose mon sac, je balance tout, je pose mon arme, qui allait me servir à rien de toute façon. Je pose mon arme, et là, je pars en courant. Et je chope les caisses de 12-7 qui étaient quand même assez lourdes, puis on n'avait pas bu. Hein. Enfin, on avait juste notre camelback pour la journée, et il n'y en avait rien d'autre. Hein. Parce qu'on n'a pas été ravitaillé en eau, pas ravitaillé en bouffe. Il y a ça aussi hein, à prendre en compte. Et ce jour-là, il faisait 42 degrés. 42 degrés. Et en fait, je prends les caisses, je reviens en courant. Alors évidemment moins vite, parce que c'est quand même lourd, jusqu'à mon VAB. Et en fait, au moment où je balance les caisses dans le VAB, je prends une rafale de 14,5. Et en fait, la première bastos de 14,5 arrive sur la porte, la petite fenêtre qui est sur la porte du VAB. Et elle est vraiment au niveau de ma tête. C'est-à-dire qu'en fait, si la porte était fermée, bon, la tête sautait, quoi. Ou même, à mon avis, la moitié du corps, quoi. Et donc là, le chef de section me jette dans le VAB. Et là, je me suis dit, ok, je suis pas passé loin. Bon, j'étais pas passé loin déjà toute l'après-midi, mais alors là, c'était impressionnant. Hein. Ça a fait un gros éclat orange sur la porte, là. Et du coup, bah, j'ai sauté, enfin, on m'a tiré, j'ai sauté dans le VAB. On part au pied du col, donc sur le village de Sperkundai, là. Et là, c'était... comme on dit dans l'expression, on dit c'était Bagdad. On était en Afghanistan, mais c'était Bagdad. Il y avait les VAB des mecs de la section, et des mines de partout. Les mecs avaient plus de mines. Les forces spatiales américaines qui étaient en train de rafaler avec leurs 12-7 dans tous les sens sur la ligne de crête. L'armée afghane, on ne savait pas trop où ils étaient. Nous, on avait une section de l'armée afghane qui était avec nous. Au bout d'une heure de combat, ils nous ont abandonnés. C'est-à-dire qu'ils étaient alignés à notre section,
sur le col, là, après avoir débarqué, tout ça. Et en fait, c'était tellement violent, les mecs, mais en fait, sans dire ni bonjour ni au revoir, les mecs ont abandonné leur poste. Ils ont fait un abandon de poste, en fait. Ils nous ont abandonnés. Donc de 60 mecs, on est passé à 30. Donc en fait, juste notre section. Je trouve que c'est important d'en parler parce que bah déjà, il y a moins de feu. Et psychologiquement, se sentir abandonné, bon, même si c'est pas les forces spéciales, ça reste quand même des armes en plus, quoi. Et qui font baisser au moins des têtes, quoi. Bah, c'est très dur. Psychologiquement, c'est vraiment violent, quoi. Et là, on se dit, putain, mais les mecs nous abandonnent, mais qu'est-ce qu'ils font? Moi, on leur gueulait dessus, vous allez où? Vous allez où? Les mecs ne nous répondent pas. Il y a des mecs qui sont barrés tellement vite qu'ils ont laissé leur calage contre le Roger, hein. C'est quand même assez incroyable, hein. Bon, après, c'est l'arme afghane, hein. C'est incroyable. Incroyable. Et les mecs sont rentrés dans leur pick-up, parce qu'ils sont en pick-up, et ils sont partis. Ils sont rentrés à la FOB. Mais sans problème, quoi. C'est au calme, tranquille. Et là c'était dur. Ça tirait en tous les sens. C'était plutôt les forces spéciales américaines, parce qu'eux avaient plus de mines que nous. On a 2-3 gars de chez nous blessés. Je me rappelle un au bras sévèrement. Il a pris une ou deux bastos dans le bras. Il était en train de partir. Un autre, il y avait des gars qui étaient en train de lui faire un massage. Donc tout de suite, il y a une équipe d'infirmiers du 2e rep, donc légionnaires para-légion, qui prennent en charge les premiers blessés. On commence déjà à faire le compte. Ok, bah il manque qui? Il manquait les 3 quarts de la section, de la section sous le col, la Carmin 2, là, il nous manquait les 3 quarts des gars, quoi. On s'est dit, bah, on savait de toute façon sur ce sûr qu'il y avait certains morts. Donc bon, eux, ils étaient mis à l'écart. Mais il y avait des gars, on n'avait plus absolument aucune nouvelle. Ni radio, ni physique, ni visuel, ni rien. Donc du coup, le capitaine dit, ok, bah, on prend 2 groupes. On prend 2 groupes aussi d'un autre régiment, là. Et en fait, on ratisse. En fait, on va infiltrer le col. On ratisse. Le 8 devant, l'autre régiment derrière. Bah, on va chercher nos mecs. Mort ou vif, on va chercher nos mecs. Et bah, s'il faut finir les derniers talibans, bah, faut finir les derniers talibans. Donc on s'organise. Comme on a appris, en fait, il faut obligatoirement passer dans le village, au milieu du village, là, pour avoir accès au début du sentier pour monter dans le col. Là, il y a tout le stress, il y a la nuit, il fait noir, on voit plus très bien, pardon. Un système de vision nocturne pour 2. Bon, en fait, toutes les planètes ne sont pas très alignées pour qu'on puisse faire du boulot hyper correctement. Il y a le stress, il y a la peur, il y a la fatigue, on a plus d'eau, on ne peut pas être ravitaillé en eau, on n'a plus de bouffe, on ne peut pas être ravitaillé en bouffe, on n'a plus de mune. Donc faut aussi bien comprendre qu'en fait, on est parti faire une infiltration dans un col où les 3 quarts des mecs n'avaient quasiment plus de mune. Et on l'a fait vraiment pour l'esprit d'équipe, pour l'abnégation, parce qu'on va chercher nos potes en fait, c'est tout, quoi. Il n'y a pas de question à se poser en fait. Et puis c'était pas le même stress, parce que là on était derrière nos rochers toute l'après-midi, mais là il fallait, tu traverses pas le village comme ça en courant, quoi. Parce que les mecs ils sont peut-être dans des baraques, machin, donc il fallait faire toutes les baraques, faire des rentrées dans les baraques, tout vérifier. Donc déjà ça nous a pris une plombe. Et c'était stressant parce qu'on s'est dit, bah, vérifier les baraques, ça prend une plombe. Il y en avait quelques-unes, et en même temps, on a peut-être des potes qui sont en train de se vider de de leur sang, sans aller plus loin, quoi. Mais là, pour le coup, on peut pas prendre le risque. On l'avait déjà pris avec les IED à l'aller. Il y a un moment donné, il faut pas trop jouer non plus, quoi. Donc bref, on fait ça. Alors on fait vraiment des vérifs de baraques sommaires, hein. On commence pas à retourner les lits et machin, mais on fait des vérifs. Après, le village était vide. Les Afghans avaient déjà quitté tout le village, parce qu'eux avaient vu les talibans se mettre en place sur la ligne de crête pour une embuscade, donc ils avaient compris que ça allait chauffer. Donc ils étaient déjà tous partis, le village était vide. On passe ce village, on commence à progresser dans le col. Donc ça marche très doucement, de manière tactique, hein, c'est de la marche tactique. En fait, l'idée du capitaine, c'était de surtout prendre le col avant la levée du soleil. De façon à ce que, voilà, quand le jour va se lever, on est pied du col, on a le col, on tient le col. Donc si ça arrive de l'autre côté, parce que ça arrive, c'est ce qui est arrivé d'ailleurs, au moins, qui tient les hauts tient les bas, c'est nous qui tenons les hauts. Et là, ce sera pas la même chose. Donc on a monté, et là, on a commencé à trouver des corps de potes, là. Et qui étaient, ils étaient pieds nus, ils étaient plus d'armes, plus rien, juste en treillis Rangers. En treillis Rangers, en treillis tout court. Donc là, c'était dur, parce que la première vision des collègues, qui pour certains étaient des amis, hein, c'est des gars avec qui moi j'ai fait des barbecues. Et là, ouais, les voir bouche ouverte,
tout blanc, avec une balle dans la jambe, une balle dans le bras, machin. Et puis, bon, on a pris le pouls, il n'y avait rien à faire, quoi. Et là, tu te dis, waouh, ok. Bon, bah, lui, on ne le reverra plus. Malgré la blessure, l'impact psychologique que ça a, je trouve qu'on est quand même, pour la plupart, vraiment resté pro. Donc, on se l'est pas dit, mais en fait, c'est bien ça. On s'est dit, on aura le temps de pleurer plus tard, quoi. On prendra le temps de pleurer plus tard. Là, pour l'instant, s'il faut, le Taleb, il est planqué derrière le rocher derrière. Et en fait, faut pas se mettre à genoux devant son pote et commencer à le prendre dans ses bras. Ça sera plus tard, ça. Donc, du coup, bah, on a pris la plaque. Le capitaine a rendu compte à Kaboul. Kaboul, ça rend compte à Paris. Enfin, ça remonte la chaîne, machin. Ok, 1 mort, 2 morts, on remonte, 3 morts. Et parce que la section, pendant l'embuscade, c'était complètement éparpillée. Tous les uns les autres. Ça défouraillait dans tous les sens, les talibans descendaient, ils arrivaient dans tous les sens, donc les mecs se sont complètement éparpillés. Plus personne n'est resté en groupe. La plupart des mecs étaient tout seuls, ou à 2. Ils essayaient de se retrouver l'un et l'autre, bah, t'es plus fort à 2, mais la plupart étaient tout seuls ou à 2, pas plus. J'entendais pas de bruit, c'était assez silencieux, et en fait je me suis dit, bah tiens, plutôt que de crier comme un mongol la nuit, alors qu'on savait pas si les talibans étaient encore sur zone, etc. Je dis, bah, en fait, je vais monter un petit peu le son de la radio, et puis je vais faire des bruits de... Je sais plus comment ça s'appelle là, mais avec le combiné là, l'alternat là. Et là, j'entends que ça parle. J'entends, aidez-moi. Enfin, je sais plus ce que le gars a dit, mais avec une voix, bon, t'as l'impression que le mec, il était en train de mourir. J'enlève le truc de mes oreilles, et en fait, je l'entends pas dans la radio, je l'entends avec à l'oreille, nue quoi. Il y a un mec de chez nous dans le coin. Et donc, en fait, on tombe sur le gars. Il était planqué sous un rocher. Il était en sang, il saignait de partout. Franchement, la sortie du rocher, il était une barre de sang. Donc on le fait redescendre. Alors pour le coup, lui, il pouvait vraiment pas redescendre, il pouvait plus marcher, il pouvait plus rien faire. Je crois qu'il a pris, il me semble, de souvenir 6 ou 7 impacts. C'est quand même pas mal, ça commence à faire. Et le mec était encore vivant, quoi. Et du coup, là, pour le coup, on a fait monter un brancard dur, enfin souple. En fait, le mec a compris qu'il pouvait plus enfin, il pouvait plus du tout marcher. Physiquement, il était même avec le mental et un mental d'essai, c'était juste pas possible. Physiquement, c'était pas possible. Du coup, il a eu la chance d'avoir un rocher juste à côté de lui pour se cacher. Il s'est caché sous le rocher. Et en fait, quand les talibans sont descendus, le mec, il y a 2 talibans qui ont traîné dans le coin, dans son coin à lui. Et ils étaient debout sur le rocher. Et lui, pour pas se faire repérer, il a, avec quand même ses 6 impacts, en train de se vider de son sang depuis quelques temps quand même, hein, coupé sa radio, et le pire, il a réussi à couper sa respiration, parce qu'il gémissait, parce qu'il était en train de se vider de son sang. Il avait envie de crier, parce qu'il avait mal. Et bien, il a coupé sa respiration pendant quelques secondes. Les talibans, du coup, l'ont pas décelé, et les talibans sont partis. C'est incroyable. Incroyable. Un autre gars, qui me l'a raconté d'ailleurs après, là, un autre gars, pareil, il voyait les talibans arriver, les mecs descendaient en courant avec la calache sur l'épaule, 30 mètres, 20 mètres, 10 mètres, machin. Il savait plus où se planquer. Et le mec, il montait dans un arbre, habile. Le mec, il montait, enfin, le mec, il avait l'instinct de survie, comme quoi, c'est incroyable, quoi. Le mec est monté dans un arbre, il s'est foutu au plus haut de l'arbre. Les talibans, pareil, sont passés, ils ont marqué un arrêt sous l'arbre. Ils l'ont pas entendu, les talibans sont partis. Et le gars est redescendu de l'arbre, il a rejoint le col tout seul, enfin le village tout seul. Incroyable. Mais des anecdotes comme ça, il y en a plein. C'est fou. Le radio du chef de section qui était pris sous le feu, là, de Carmin 2, là, c'est un gars que je connaissais bien, que j'avais en partie formé pour la prépa Afgha. Et ce radio, bah, c'est quand même un symbole très fort, aussi triste soit-il. En fait, il était collé à son chef de section, comme moi je l'étais. Et en fait, c'est des talibans qui sont sortis un peu de nulle part. De toute façon, ils arrivaient de nulle part. À 10-20 mètres, ils ont commencé à tirer. Et en fait, quand les talibans ont mis en joue le chef de section, en fait, le radio s'est jeté devant le chef de section. Et c'est le radio, Alexis là, qui a pris la rafale dans le dos. Et en fait, c'est le chef de section qui a fait le massage cardiaque sur Alexis. Et il est décédé très vite. Et donc, en fait, le gars est mort pour son chef de section, quoi. Enfin, clairement. Il est mort en couvrant son chef de section, quoi. Il aurait pu se barrer, il aurait pu sauter, se mettre à couvert. Le mec a dit non, il s'est mis devant son chef de section pour prendre la rafale, il l'a prise dans le dos. Incroyable. Et le mec est mort pour ça, clairement. Moi, je me rappelle, j'ai eu un gros coup de flip. Enfin 2, enfin plein en fait. Mais 2 gros au moment de la progression. En fait, il y a un moment donné, je marche et je file ma radio à un mec, parce que j'en pouvais plus.
Il est hors des questions qu'on fasse des pauses, machin. Je file ma radio à un mec, et du coup, je dis au gars, vas-y, je passe GV tête. En gros, c'est un soldat en fait, qui part, il est un peu plus en avant, un peu plus en amont. Lui, il n'est pas collé à la section. Il vaut mieux que lui se fasse shooter et que du coup, on décèle les mecs, que toute la section tombe d'un coup. On reprend la progression après avoir découper les plaques des camarades décédés là. On décide de laisser les mecs morts sur place, nos camarades décédés sur place, parce que la priorité c'était de prendre le col. Et ils sont morts, on ira les rechercher plus tard. On sait où ils sont. En plus, eux étaient sur la piste, on sait où ils sont, on ira les chercher plus tard. Et là, en fait, je sens mon pied qui se bloque dans un fil. Et là je m'arrête de suite. Et en fait, je regarde, je mets un coup de lampe, et j'avais un fil un peu tendu, tu vois, au niveau de ma cheville. Et là, pas de suite, je me suis dit, ok, le sentier est piégé. Et moi, je suis dedans. Je suis pris dedans. Et donc là, du coup, j'appelle mon chef d'équipe, là, et je lui dis... je suis caporal-chef, là, j'ai regardé, là, je mets un coup de lampe, il me dit ouf, ok. Il prend une lampe, il suit le fil de part et d'autre, et en fait, le fil mène à rien, en fait. En fait, le fil, il fait 10 mètres de long, il mène à rien. Et en fait, le fil était à moitié pris dans une branche, à droite, à gauche, etc. Mais c'était pas un truc hyper propre. On fait toutes les vérifs possibles et inimaginables. Et en fait, on comprend après. Mais avec le stress, etc. Et puis de toute façon, il fallait vérifier. En fait, c'était pas piégé, c'était un fil d'Erix qui était tombé après que la roquette a explosé. Et je m'étais pris dans un fil de missile anti-char en fait. Et au moment où du coup, je reprends la progression, je fais 10 mètres. Et là, je vois une énorme tache blanche par terre, derrière un rocher. Donc je fais un bond de 2 mètres en arrière. Je me planque derrière un rocher, j'appelle mon chef d'équipe, machin et tout. Je dis, il y a un mec. Mais ça parlait pas. Bon, je commence à prendre, bon, après de mettre en joue le gars et tout. Et en fait, la tâche était allongée. On s'approche, on met des petits coups de lampe vite fait pour voir ce que ça donne. En fait, on comprend que c'est un taliban. On voit bien avec sa djellaba, sa barbe, son machin, son bandeau là sur la tête, avec toutes ses chargeurs de kalash. La kalash qui était... Non, la kalash n'était plus là. Il l'avait ramassé. En fait, le mec était mort. Donc on s'est dit, bah, c'est pareil. Parce qu'il n'a pas été... lui, il a été oublié parce que c'est le seul qu'on a retrouvé de l'embuscade. Hein. Il a été ramené, autopsié, je sais pas quoi, à Kaboul. Tous les autres ont été récupérés par leurs potes. Mais on a vérifié qu'il n'était pas piégé. Donc c'est pareil, nous on n'est pas des spécialistes du déminage. Donc moi pour vérifier que c'était pas piégé, des mineurs que je suis, j'ai dit ok tu le mets en joue, je lui balance une grosse pierre dans la tronche. S'il est blessé ou qu'il fait semblant, il va forcément bouger. Hein. J'ai pas pris un caillou. Hein. Pour une grosse pierre, j'étais dans la tronche, bon, il n'a pas bougé. Alors on l'a pas touché, évidemment. On l'a pas touché, et après je crois que c'est des mineurs effectivement qui sont venus voir. Ça fait quand même bizarre de dire, bah, en fait, c'est avec ce gars-là que je me bats depuis 14 heures. Et là, de le voir, pouvoir presque le toucher, je sais pas si tu comprends, mais c'est curieux comme sensation, quoi. Parce que t'as de la haine, tu te dis, putain, mais bon, ça en fait un en moins. J'espère qu'il y en a eu d'autres. Et en même temps, je vais pas dire qu'il y a une sorte de respect, mais... de respect de l'ennemi, tu vois, mais te dire, bah ouais, c'est avec lui que je me suis frité depuis 7-8 heures, quoi. Enfin, du coup, on est arrivé quasiment au pied du col, et là j'ai découvert, donc là moi du coup j'avais tête, et du coup je suis tombé le premier sur Julien, donc le mec avec qui j'avais servi la messe hier, hein, j'en ai parlé tout à l'heure là, enfin la veille plutôt, pardon, et lui, c'était dur, parce qu'en fait le mec était quasiment arrivé, quoi. En fait, c'était du coup, lui, le GV tête de la section prise sous le feu, quoi. Et lui, il restait 20 mètres à faire, il était au pied du col, quoi. Lui, il s'est fait quasiment shooter à bout portant, en fait, quoi. Et lui, il avait pris une balle dans la... De souvenir, il avait pris une balle dans la jambe et une balle dans la tête. Et la tête dans la tempe. Donc ça a été net. Ce qui était assez impressionnant, c'était que je sais plus si c'était lui ou un autre, mais je me souviens que à côté d'un des camarades qui était mort, là, il y avait il était sur le sentier, il y avait une petite branche, un petit arbuste qui était juste derrière, avec un petit muret, où le mec s'était probablement mis à l'abri. Et en fait, pendait à cette branche une poche de solide, avec tout le tuyau et encore la seringue, enfin pas la seringue, l'aiguille, pour se perfuser. Et le mec avait pris plusieurs impacts, c'est quand même fort, le mec avait 18 ans. Avec une balle dans la jambe, le mec il s'est mis à l'abri. Il s'est posé un garrot, tout seul. Hein.
Et il s'est perfusé tout seul. 18 piges le mec. Enfin, c'était fort quoi. Et d'avoir vu ça et puis de voir les stigmates des combats, c'est des choses qui parlent quoi. Enfin bref, et donc Julien, donc le premier là on le découvre, on le laisse, pareil on rencontre à Kaboul, on devait être au 6e mort trouvé je crois il me semble, de souvenir. Il y a eu 10 morts en embuscade. Il y a eu 8 morts du 8 d'ailleurs, donc. Et le 9e c'est l'Oxane légionnaire de la section pris sous le feu qui est décédé en remontant chercher un collègue de chez nous qui avait été blessé. Voilà, et après, du coup, on monte le col, on prend le col. Là, il y a une équipe. Tout de suite, on est renforcé par une équipe de force spéciale norvégienne qui arrive en hélico, qui sont posés en hélico directement sur le col. Il devait être 10-15 gars. En fait, la grosse crainte, c'était que les mecs reviennent, quoi. Et derrière le col, il y a une grande vallée avec des montagnes un peu plus loin. Les mecs étaient assez bien organisés parce qu'on est monté sur le col, il y avait effectivement pas mal de trous de combat. Et on a compris derrière aussi, avec le renseignement, qu'en fait, les mecs, il y avait plein de caches. Ils avaient déjà prévu cette embuscade et qu'en fait, les mecs faisaient des rotations. Les mecs, ça rafalait pendant qu'il y a des gars qui allaient chercher des armes, des munes, derrière le col. Et ils ont fait ça toute la journée, en fait. C'est ce qui fait qu'en fait, pour eux, de leur côté, en fait, il y a eu un tir continu toute la journée. Parce que les gars étaient très bien organisés, quoi. C'est ce qui leur a permis de s'étaler sur plus de 2 km de ligne de crête. Les gars, ils font la guerre en tongs, mais ils savent la faire. Tous les rochers du col étaient noirs, fumés, rôtis par les zadis. Et quelques bouts de chewing-gum, quelques paquets de clopes qui traînaient, etc. Mais il n'y a plus rien. Des poches de solute aussi qu'ils avaient. Donc ça veut dire que les mecs savent aussi se soigner. Donc on fait le compte. On se dit, bah voilà, on a tel nombre de morts, on a trouvé tel nombre de morts, on a tel nombre de gars blessés en bas qu'on a retrouvés dans la nuit ou qui sont descendus du sol. Parce qu'il y en a qui sont descendus du sol dans la nuit sans qu'on le sache. Parce qu'il y a des mecs qui sont restés pendant 4 heures, 5 heures derrière un rocher pendant la nuit. Et quand ils ont senti que c'était bon, en gros qu'il n'y avait plus de trucs, plus de bruit, plus rien, bah, ils sont descendus tout seuls. Et ça, on l'a su après à la radio. Bon, bah ok, il y a machin qui est revenu, il vient d'arriver, il est tout seul, blessé, pas blessé, voilà. Et là, alors c'était la deuxième partie, pour moi la plus solide en termes de psychologique. Ça a été qu'il a fallu aller chercher les morts. Et alors je discute pas les ordres, hein, mais en gros, du coup, le capitaine a dit, bon ok, tu prends les 4-5 premiers là, à moi, et vous allez chercher les mecs. C'est toujours pas d'eau, pas de bouffe, je rappelle, la nuit, il fait 40 degrés à 7 h du mat, donc le soleil s'était levé. Du coup là on descend, on était 4 je crois, 4 ou 5. Bah, moi je suis allé récupérer Julien, le premier. Et là c'était un moment costaud parce que bah, on n'avait pas de brancard. Donc il fallait porter les mecs. Il y avait la rigidité cadavérique, les mecs étaient restés au soleil pendant des heures. Donc l'odeur c'est juste atroce. Du coup bah, je me rappelle, j'avais ouvert les poches de Julien, non pas pour lui faire les poches, mais voilà, pour vérifier qu'il n'y ait pas des trucs qui partent je sais pas où, ou qu'ils soient pris, machin. Donc je fais le regarder. Je me rappelle, il y avait sa carte bancaire. Qu'est-ce qu'il fout que sa carte bancaire au fin fond de l'Afghanistan? Mais pourquoi pas? Il avait un billet de 20 € je crois, et bon bref, il avait pas grand chose. Un téléphone. Et en fait, avec mon pote là, on se regarde, on se dit mais comment on fait pour le porter quoi? Enfin, on connaît hein, les techniques pour mettre sur les épaules, machin, très bien, mais en fait, déjà par respect pour lui, on n'avait même pas envie de le toucher. Il était comme s'il s'était endormi paisiblement quoi. Enfin, c'est un peu bizarre ce que je dis, je suis pas fou, hein, mais il était tout blanc, mais il dormait. En fait, les blessures étaient pas forcément trop sales à voir. Alors la tempe un peu quand même, mais pas pire. Il n'avait pas la tête explosée quoi. Et bon, on a fait comme on a pu. Et là, c'était un moment hyper marquant pour moi. Je me rappelle là, quand je l'ai soulevé. Et en fait, j'ai dit avec mon pote là, je dis vas-y, on va pas mettre 3 heures là. Et en plus, il y en a d'autres à aller chercher. Il fallait les remonter, redescendre. Donc déjà physiquement, on était déboîtés. On était vraiment éprouvés là. Et du coup, j'ai mis sur mes épaules. Et là, quand je l'ai mis sur mes épaules, quand une balle ça rentre, ça fait un petit trou, mais quand ça sort, ça fait un gros trou.
Et quand je l'ai mis sur mes épaules, il y a toute sa cervelle qui s'est vidée sur mon bras là. Ça, c'est un truc qui m'a marqué, je m'en souviendrai toute ma vie. Et là, du coup, en fait, par réflexe, j'étais tellement traumatisé qu'en fait, je l'ai balancé, quoi. Je l'ai balancé, il est tombé, mais comme un sac, comme si je portais un sac de sable. J'étais traumatisé, j'arrêtais pas de regarder mon bras, j'ai du sang partout, il y avait des bouts de cervelle partout. Et bon, je me reprends, mon pote m'aide, me dit, Maï, allez, ça va aller, reprends-toi, on va trouver une solution. Et en fait, il dit, en fait, le mec, il est à 20 mètres. Enfin, à 20 mètres, il faut le remonter à 20 mètres, c'était le gars qui était le plus près. Donc, il dit, vas-y, bon, on l'a fait à l'ancienne, tu prends les bras, je prends les jambes, et on monte comme ça. Donc, on l'a monté comme ça. Il était très lourd. On l'a monté comme ça, on l'a posé sur la ligne de crête, on est redescendu, et ainsi de suite. Et on a fait ça avec tous les gars. Le régiment qui nous appuyait là, qui nous appuie depuis le début, bah lui, il en avait trouvé qui était plus en bas. Ce qui nous arrangeait, parce que sinon ça veut dire qu'en fait on se faisait un aller-retour dans le col, quoi. Et en remontant avec des mecs. Puis à un moment donné, bon, même si physiquement on était prêts, je veux dire, quand t'en peux plus, quoi. Après, de toute façon, là, de toute façon, à partir de ce moment-là, c'était qu'au mental. Hein. Il n'y avait que le mental, hein. On n'avait plus de vue. Donc on a monté les gars, on les aligne, on refait un décompte, on refait un point. Et là, il nous manque encore 2 gars. Et au même moment, le drone nous annonce qu'il voit un groupe de personnel qui était déjà loin, pas venir dans notre direction, mais justement aller dans une autre direction, partir à l'opposé, avec des pick-up, des mecs à pied, machin, etc. Donc nous, de suite, on se dit, bah, hypothèse, qu'il ne reste qu'une hypothèse, c'est 2 mecs qui sont enlevés. Ils ont chopé 2 gars vivants de chez nous et ça va partir en otage, quoi. Donc le drone va fouiner, machin, etc. Nous, du coup, pour vite lever le doute, en fait, on décide, du coup, on redescend. Alors là, pour le coup, avec plus de mecs, on re-ratisse le col. Donc on a re-ratissé le col. Ça a vraiment été une question de timing parce qu'on a fait ça vite et bien quand même. Ça fait quand même pas passer à côté. Et en fait, on trouve nos 2 gars qui nous manquaient. Du coup, on rencontre de suite. Ce qui veut dire que du coup, on a nos mecs. C'est bon, on a le compte. On a le compte, il nous manque personne. Donc ce qui veut dire que dans le groupe de Taleb, il n'y a pas un mec de chez nous. Et là, je crois que c'est un F-15, je ne suis pas sûr, mais c'est un avion de chasse américain. Ils ont dit, ok, boule de feu, vous me ratissez les mecs. Et du coup, on a vu le F-15 mais passer au-dessus du col. Il est passé tellement bas qu'on voyait la tête du pilote. Et là, on l'a vu au loin, une espèce de champignon atomique. Ben, en fait, il a pulvérisé les mecs là-bas, là. Très bien. Et ensuite... Quelques minutes après, alors je suis un peu perdu avec le temps, ça fait 14 ans, donc l'histoire de timing, je m'en souviens plus trop, mais quelques temps après, pareil, le drone dit, bah ok, il y a des mecs qui reviennent. Il y a des groupes qui commencent à revenir sur vous. Donc les groupes, effectivement, c'est une vérité, donc c'est des groupes de talibans qui commencent à revenir, remonter le col, alors par eux, ils ont des passages, je sais pas trop par où ils passent. On fait venir, moi je m'occupe avec mon groupe des 2 corps, les talibans reviennent, remontent sur la ligne de crête. On avait un chef de section au mortier qui était... polytechnicien, donc autant dire que les maths c'est son truc et les calculs c'est net et précis. Il a dû faire un tiers de réglage sur le groupe de talibans, je crois, une correction. Il a fait mouche direct, il a envoyé l'efficacité. Les talibans c'était Finex, les mortiers de 120 ont envoyé aussi. Et donc ils ont coupé le groupe. En fait il n'y a quasiment pas eu d'échange de tirs entre la section renfort qui arrivait sur le col et les talibans. En fait les mortiers ils ont fait le boulot. Ils sont les résultats, ils sont les résultats après. Oui, il restait plus rien. Donc au moins on a eu cette sécurité-là. Sauf que c'était jamais fini. Se passe cet événement-là et en fait du coup les brancards montent. Entre-temps, on nous file des brancards souples, on met les potes sur les brancards pour les remonter, machin. Et au moment où on les remonte, nous là, mon petit groupe là, on essuie un tir-mortier. Et ça tombait vraiment près. Ça pétait de partout. Et c'était du gros calibre, hein. C'était vraiment du mortier, c'était pas de la roquette. Donc là on balance les corps tant qu'on peut, on se met à couvert dès qu'on peut, on se planque derrière des rochers machin, on rencontre, etc. Ben, on est prêt à partir, il y a des tirs de mortier, etc. Pour faire un tir de mortier, du coup il faut qu'il y ait un mec qui règle, il faut qu'il y ait un mec qui observe, donc le mec il est forcément pas très loin pour faire les réglages sur nous. Et du coup là c'est les tireurs d'élite de chez nous qu'on réussit à trouver le régleur. Et enfin l'observateur, il était dans une fenêtre de l'école du village et ils ont fait mouche direct. Ils ont fumé l'observateur
En tout cas, à partir du moment où le mec dans l'école s'est fait buter par nos snipers, il n'y a plus eu un tir. Ça s'est calmé de suite. Il y a un Caracal, du coup, enfin disponible, qui est arrivé. Et pilote incroyable, il a fait du stationnaire sans poser. Les pales à ça des rochers pendant peut-être quelques dizaines de secondes. En fait, il a fait un premier passage pour nous balancer des housses mortuaires noires là. Évidemment, il ne fallait pas qu'il reste très longtemps, donc lui il allait tourner. Le temps que nous on charge les mecs dans les housses. Ça c'était quand même un moment aussi dur. Moi je me rappelle, il y avait un mec qui avait encore son PA. Alors le taliban ne lui avait pas pris. Je pris son PA, j'ai mis dans la poche, je désarmé le truc. Il y en avait un, on a dû lui péter le bras. Parce qu'en fait, quand il est mort, ses bras avec charité cadavérique, j'en sais rien, je suis pas médecin, mais en gros ses bras étaient complètement crispés, tendus là. Et du coup on pouvait pas fermer la housse. Et là, l'hélico est revenu. Dès que c'était au top, l'hélico est revenu. On a chargé des corps dans l'hélico. L'hélico est parti à Kaboul. Nous, on est redescendu à pied. Il y a nos VAP qui sont venus nous récupérer. On s'est réarticulé sur la zone sécurisée avec la section d'appui. Et après, on est tous repartis ensemble. Et c'est là où, avant de monter dans le VAB, avant de me poser le dernier pied, comme dans les films, j'ai pris une bouteille d'eau et j'ai pris du sable pour me faire un souvenir. Quand on est arrivé au pied du col, on avait quasiment plus de munitions, comme je disais tout à l'heure, je te disais tout à l'heure. Et enfin, on y allait. Franchement, je ne sais pas si ça passera, mais on y est vraiment allé avec la bite et le couteau, quoi. Vraiment. Et résultat, on s'est ravitaillé sur les blessés, qui eux redescendaient et ne se battraient plus, et sur les morts. Qu'en fait, il y avait quelques cartouches, un chargeur par-ci, un chargeur par-là, sur un mec ou dans une poche. Donc on a pris des munes, moi j'ai pris des munes sur les chargeurs de mes potes qui étaient décédés, quoi. J'avais pas le choix. Et ça, c'était dur. Parce que, non seulement... en fait, on avait l'impression de les dépouiller. En fait, comme si des malpropres, quoi. On avait vraiment l'impression de les dépouiller. On n'avait pas le choix, parce qu'on se dit, si là, dans 1 heure, ça repart, comme cet après-midi, autant repartir en courant, on laisse nos armes ou on lève les mains. Et ça, jamais. Donc, on a pris sur nos morts, on a pris sur nos blessés, on a fait comme on a pu. Ça, c'était pas évident à faire. Donc lui, c'est le dernier que j'ai retrouvé. C'est celui dont je te disais que j'ai ramassé quand j'étais GV tête. En fait, oui, j'ai trouvé en premier quand j'étais GV tête, mais c'est pas le premier corps qu'on a retrouvé pendant la nuit. C'est celui dont je t'ai parlé tout à l'heure que j'ai ramassé où la cervelle s'est vidée sur mon bras là. C'est un gars avec qui, donc c'est ce gars-là avec qui j'avais servi la messe la veille avec l'évêque aux armées, avec qui j'ai passé du coup ma soirée. Et en fait, c'était ma dernière soirée avec lui, quoi. Au retour d'Afga, il y a eu des familles qui ont voulu savoir, donc il y a des familles il y a des mamans qui commencent à me demander en ami sur Facebook, demander mon téléphone. Du coup, il y a la maman de Julien que j'avais en contact, qui depuis des années me demandait de me voir pour me raconter, parce qu'elle savait que c'était moi qui l'avais trouvé, elle savait que c'était moi qui l'avais porté, elle sait que c'est moi qui lui ai fermé sa housse. Elle sait que c'est avec moi qu'il a passé sa dernière soirée, la veille. Donc elle voulait me voir, elle voulait discuter. Je pense que ça lui permettait de l'aider à faire son deuil. Sauf que moi, quand je suis rentré d'Afghanistan, j'étais déboussolé total. J'étais traumatisé. J'ai fait un syndrome de stress post-traumatique d'ailleurs après. Je me sentais pas du tout le courage d'affronter la merde de mon camarade. Et en plus, il n'y a pas qu'elle qui m'a contacté, il y en a d'autres.
Et je me sentais pas le courage. Avec le temps, mais longtemps après, hein, je te parle de ça, peut-être 6, 7, 8 ans après, tu vois, je sais plus exactement, mais au moins 6, 7, 8 ans après, je me dis ok, je me sens prêt, je vais mieux, je rebondis, le temps est passé, et du coup je la recontacte. Et je lui dis écoutez, je suis prêt à vous voir. Donc on cale une date et je viens vous voir. Donc elle habite dans le 77, et donc je suis allé la voir. Et c'était un moment d'émotion fort. Je me rappelle quand je suis venu la voir, j'ai même pas eu le temps de sonner. Elle m'attendait déjà sur le parking. Et elle m'a prise dans ses bras. Et tu vois, avant même limite de me demander, tu vois, je sais pas si j'avais fait bonne route ou comment ça va, de suite, avant même qu'on a passé la porte d'entrée de son immeuble, comment mon fils est mort. Et là, toi, tu te sens, attendez, on va peut-être aller se poser, boire un petit café. Et elle me dit oui, pardon, je suis désolé. Elle était complètement paniquée. Elle me dit oui, pardon, je suis désolé, ma gueule. Bon, bref, on s'est posé. Elle m'a présenté à ses frères et sœurs, qui étaient tous là pour l'occasion. Et c'est vrai que quand je suis rentré dans la maison, il y avait une espèce de petit mausolée là, sur une commode avec une grosse photo de Julien, avec toutes ses médailles, avec des photos de section, de lui, de machin. Et ça fait bizarre, quoi, parce que je me dis, ce gars-là, en fait, c'est la première fois que je le revois depuis 6, 7, 8 ans où il est mort, mais en photo, quoi. En photo, avec le souvenir de lui, ça fait assez bizarre, quoi. Et sa maman, du coup, bon, j'ai passé une bonne partie de la journée chez eux. Moi, j'ai été honnête, hein, je leur ai dit la vérité, je leur ai dit, voilà comment j'ai trouvé Julien, voilà ce qui s'est passé. Voilà qui, pour moi, cet homme était. Je pense vraiment que ça leur a fait du bien. Et pas qu'à la maman, d'ailleurs, hein, aux frères et sœurs. Je pense vraiment que ça leur a fait du bien. Et sa maman m'a dit, d'ailleurs, en partant, quand elle m'a accompagné la voiture, elle m'a dit, mais en gros, c'était pas formulé comme ça, mais en gros, ça y est, je vais enfin pouvoir faire mon deuil. Et donc, elle m'a laissé un petit souvenir. Et elle m'a dit, mais écoute, moi, pour te remercier de ce que tu as fait pour mon fils, j'ai envie de te laisser un souvenir et ça me ferait vraiment plaisir. Et donc, elle m'a offert le brevet militaire de conduite de Julien, que j'ai, et que je garderai à vie, qui est mon souvenir de lui. Moi, si j'avais un jeune qui était face à moi et qui me dirait, Maïeul, bon, c'est déjà arrivé d'ailleurs, et qui me dirait, Maïeul, je veux m'engager, je ferai en sorte, en discutant avec lui, j'engagerai une conversation en discutant avec lui, en faisant en sorte qu'il comprenne bien les enjeux de cet engagement. Que là, c'est pas un engagement ou c'est pas un appart que je prends en location. C'est un engagement fort. Je lui ferai comprendre que voilà, qu'il peut y laisser sa vie, mais que ça va laisser des traces aussi dans sa famille et dans son entourage, ce qui a été le cas pour moi, et pourtant moi je suis revenu. Et c'était déjà compliqué. Mais c'est vraiment un bel engagement, et que je trouve que si on considère qu'on n'est que de passage sur cette terre, et faire ce métier-là, pour moi, je lui dirais qu'il laisserait une sacrée trace de lui. Je dirais ça, moi.